Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Aujourd'hui, je te propose un nouveau format avec une série d'épisodes pour te faire part de l'un de mes plus grands rêves de l'intérieur. Ce rêve, c'est celui du Thor des Géants, l'un des ultra-trails les plus relevés de la planète. En quelques mots, le Thor des Géants, c'est une petite balade bucolique et automnale de 330 km et de 25 000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes italiennes. Le tout à parcourir en moins de 150 heures, sans interruption et seul. Lorsque je parle du Thor des Géants, beaucoup de personnes me demandent à quoi ça peut ressembler une telle aventure vécue de l'intérieur. Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir avec cette série d'épisodes. Je te propose de t'emmener avec moi, comme si tu y étais. De la veille de la course et ses préparatifs, aux émotions assez folles du départ, et aux difficultés et joies extrêmes qui ont jalonné cette aventure de près de 146 heures. Alors, es-tu prêt à me suivre ? C'est parti. Et pour débuter cette aventure, il y a quelque chose que tu as besoin de savoir. C'est que dans ma vie, le sport a toujours été omniprésent, sous plein de formes. La plus présente a été le hand, qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Mais arrivé à un stade de ma vie, j'avais envie de découvrir autre chose, et peut-être de voir à quel point le sport me permettait de découvrir un monde différent, et d'aller me découvrir dans des zones de fatigue, de travail, d'épuisement assez intenses. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert une discipline qui avant m'était totalement étrangère, l'ultra trail. L'ultra trail, c'est un ami qui va me le faire découvrir, et à peine j'ai accès à ces récits de course, je sens que je suis piqué de cette discipline. Il y a un truc qui me fascine là-dedans, la connexion avec la nature, la montagne, le fait de repousser très loin ses propres limites, et aussi le fait de m'engager dans une discipline où le but n'est pas de gagner, mais de finir. Et je sens que tout ça résonne très fort pour moi. Et donc, je commence à me plonger dans l'univers assez fascinant de la course de montagne et de l'ultra trail. Et puis, quand on démarre cette recherche, il y a quelques courses un peu iconiques qui ressortent très vite du lot. Vous en connaissez certainement, l'Ultra Trail du Mont Blanc, le fameux UTMB, la Diagonale des Fous, etc. Ce sont des courses incroyablement réputées et complexes, puisque là, on parle des fameux 100 miles, à savoir 160 km et 100 000 de dénivelé positif, et 10 000 de dénivelé positif, ce qui est un peu la distance reine de l'Ultra Trail. Et donc, je commence à explorer ça en me disant à l'époque courir 160 bornes, ça me paraît être un truc de mutant absolu. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte qu'il y a un monde derrière ces courses, plus niche, moins grand public, que sont les courses encore plus longues. Et parmi elles, une retient particulièrement dans mon attention. Et c'est là que je découvre le Thor des Géants. Le Thor des Géants, ces dimensions au début, elles me paraissent irréelles. Pour moi, ça me paraît surhumain. Je me rappelle que déjà à l'époque, rouler en voiture 300 bornes, ça me paraissait long. Alors le faire à pied et en montagne, ça me paraît tout simplement surhumain. Mais pour autant, cette course semble déchaîner les passions. Les gens sont unanimes pour dire à quel point l'organisation est incroyable. Les gens de la région sont incroyablement fiers de la course et du fait qu'elle puisse permettre aux coureurs de découvrir leur magnifique région, leur cuisine, leur montagne. Bref, apparemment, ça semble être la course à découvrir dans les Alpes italiennes. Et donc, sur un coup de tête, sur une notion de rêve absolu, je me dis qu'un jour, j'adorerais pouvoir prendre part à cette course et simplement me mesurer à quoi ça peut ressembler que d'infliger à son corps et à son esprit que de s'engager pour 330 km et près de 150 heures d'effort. Et donc, je me lance dans une préparation. Et cette préparation, elle va durer pendant près de 3 ans. Je ne vais pas vous imposer de vous relater ce qui s'est passé dans cette préparation, mais ça a été vraiment intense. À l'époque, là, je me fais coacher pour
bénéficié des conseils de Fabrice, que je salue, et à certains stades de ma préparation, j'en étais amené à courir près de 220 km par semaine et 6000 mètres de dénivelé positif. Alors évidemment, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc ça aidait à mettre de la place pour s'entraîner, mais avec mes yeux d'aujourd'hui, je me demande même comment tout cela pouvait rentrer dans une semaine. Quoi qu'il en soit, ma préparation va durer pendant ces 3 années, avec des courses intermédiaires qui vont me permettre de me sentir aussi près que possible pour prendre le départ du Thor des Géants. Et je vais boucler ces 3 ans de préparation avec près de 8000 km au compteur de course et près de 100 000 mètres de dénivelé positif. Alors évidemment, à part certains extraterrestres comme Kylian Jornet, etc., pour qui c'est juste un lundi au bureau de tels chiffres. Pour moi, c'est juste ahurissant que d'avoir réalisé un tel volume. Mais c'est ce qui implique la démesure de cette course qui est le Thor des Géants pour pouvoir prétendre arriver à son terme. Et après ces 3 ans de préparation, je vous propose de démarrer mon récit à la veille du Thor. C'est le lendemain que le départ sera donné lieu et je vous propose de vous raconter mon aventure à partir de cette date-là. Je me rappelle très bien, on y est, je suis dans la voiture avec mes parents et Carole, mon épouse, et on est en direction de Courmayeur. C'est là que sera donné demain le départ de mon aventure. Et avant cela, je dois aller montrer patte blanche en validant plusieurs éléments administratifs et sécuritaires pour obtenir mon précieux sésame qui est mon dossard. Et donc la première étape, ça consiste à faire vérifier le matériel obligatoire. Je suis donc venu avec le sac qui m'accompagnera durant la course. Et la file d'attente, je m'en rappelle très bien, pour faire vérifier le matériel est déjà immense. Et pour nous aider à patienter, l'organisation diffuse des images des précédentes éditions. Je me rappelle, ils mettent tout ça sur une musique digne du film Gladiator. Et le simple fait de voir ces coureurs-là qui franchissent la ligne d'arrivée sur les éditions précédentes, ça commence déjà à me mettre des frissons et je sens l'émotion qui est déjà palpable. La file d'attente avance et j'en profite pour regarder tous les coureurs autour de moi. La plupart arborent des t-shirts de finishers d'épreuves qui sont juste mythiques dans le monde de l'ultra. L'UTMB, la Diagonale des Fous, l'West Swiss Peak, la Hard Rock aux États-Unis. Et je me rappelle, je me sens vraiment comme un enfant au milieu de tous ces coureurs que je juge beaucoup plus expérimentés que moi. Et je me rappelle aussi que ce sentiment, il est renforcé par le fait que je suis effectivement parmi les plus jeunes. La moyenne d'âge étant largement au-dessus que de 40 ans. Et à l'époque où je cours cette course, je n'en ai que 31. Bref, je crois que j'ai bien fait de ne pas mettre mon t-shirt de finisher du marathon de Paris, qui aurait fait probablement un peu tâche à travers tous ces gens-là. Et c'est finalement à mon tour. Après quelques dizaines de minutes d'attente, un bénévole de l'organisation au large sourire me propose de tirer 5 tickets au sort. Ils correspondent au matériel que je vais devoir lui présenter pour valider qu'il figure bel et bien dans mon sac. La raid est simple et sans appel. Si je ne suis pas en mesure de les montrer, pas de dossard et pas de course. Et donc pour moi, je m'en rappelle, c'est couverture de survie, crampons de glace, frontal avec recharge, gants et bonnet. Je prends quelques secondes pour vérifier avec un peu de stress que tout est bien là. C'est bon, je lui montre le tout et l'épreuve est validée. J'enchaîne ensuite avec la remise du matériel de survie. On accroche alors à mon sac la liste des numéros à appeler en cas d'urgence ou d'héliportage avec une balise GPS. Ça te met dans un mood impeccable, je dois dire. Je suis impressionné par la rigueur dont l'organisation fait preuve pour garantir la sécurité des participants. Là, j'ai vraiment l'impression que ça confirme qu'on part pas pour aller simplement cueillir des champignons dans les Alpes. On sent que ces dimensions de sécurité, elles ont pris une autre ampleur depuis le décès d'un des participants en 2013. Dernière étape de l'inscription, on m'accroche le bracelet de coureur du Thor des Géants au poignet. Il sera présenté à chaque ravitaillement pour permettre de suivre mon arrivée et mon avancée sur Internet. C'était l'un des deals que j'avais avec mon épouse, donc Carole approuve très fortement. Je reçois enfin mon dossard, après tout ça, le 1037. Une ultime halte pour déposer le sac qui sera acheminé sur toutes les bases de vie de mon parcours. Et c'est officiel. Je peux à présent prendre le départ du Thor des Géants. Quelques heures plus tard, on est convié au dîner de briefing. L'ambiance est incroyable. Les directeurs de l'organisation, qui est un binôme explosif, donnent le ton de manière très objective. Bienvenue à la course la plus belle et la plus dure au monde. La projection d'un court film nous présente un aperçu du parcours qui nous attend, magnifique et intransigeant. La salle devient électrique. Je sens des fourmis partout dans mon corps et l'envie d'en découdre qui commence à monter.
Puis à nouveau, un brief sur les éléments de sécurité. Il nous rappelle notamment l'ampleur thermique à laquelle nous allons être confrontés. 35 degrés et soleil de plomb en pleine journée, et moins 10 degrés avec neige, pluie et vent à 3000 mètres d'altitude. Pour cela, ils nous précisent qu'ils vont réaliser des contrôles fréquents du contenu des sacs à dos. Tout coureur qui n'a pas en permanence l'intégralité du matériel obligatoire dans son sac sera immédiatement exclu, sans exception. Moi qui pensais parfois me délaisser des crampons, me voilà prévenu. Mais en même temps, je peux les comprendre. Est-ce que c'est mieux de perdre 300 grammes pendant une course ou de perdre la vie? Le deal est vite posé. Pour conclure ce brief, ils nous permettent de déguster leur merveilleuse assiette de pâtes et ils nous donnent rendez-vous le lendemain pour le grand départ. Et de retour à la maison, je décide évidemment de me mettre au lit très tôt. Le sommeil va être un luxe rare durant la semaine et je souhaite en faire le plein. 21h, tout le monde au lit. Cette dernière nuit est aussi l'occasion d'avoir une discussion avec Carole avant le départ. C'est la fin d'une longue période de préparation pendant laquelle elle a été incroyablement soutenante et présente. Je suis hyper conscient des impacts que ce rêve un peu dingue a eu sur elle et sur nous. Bien que j'ai essayé de les limiter, j'ai souvent été absent, je me suis levé très tôt le matin pour aller courir. Elle a dû supporter le fait que parfois je rentrais de séances d'entraînement très fatigué. Il y a eu beaucoup de courses de préparation aussi qui ont impacté nos week-ends. Bref, ça a été assez exigeant pour elle aussi. Et même si elle a trouvé ça dur, jamais elle n'a arrêté de me soutenir. Donc je me sens hyper chanceux de l'avoir eu pendant cette préparation. À présent, nous sommes le 10 septembre 2017. Il est 7h. C'est le jour J. Le réveil sonne et aujourd'hui, je n'avoue que ce n'est pas un réveil comme les autres. C'est un jour particulier qui s'annonce pour moi. À ma grande surprise, j'ai passé plutôt une très bonne nuit. Évidemment, je te mentirais si je disais que je n'ai pas un peu cogité avant de trouver le sommeil, mais beaucoup moins que je ne le pensais. Au réveil, je me sens frais, motivé, concerné. Et en sortant de la chambre, je sens que l'ambiance est singulière. Sans que cela soit dit, je sens que Carole, mes parents, ne sont pas vraiment comme d'habitude et je sens qu'on s'apprête tous à vivre une expérience assez extraordinaire. Je commence alors à m'habiller et mettre ma tenue que je vais arborer pour le départ et en m'habillant, j'ai la sensation, à mon modeste niveau bien entendu, d'effleurer ce que peuvent ressentir ces athlètes qui s'entraînent pour des compétitions importantes. Je réalise ce que ça veut dire que d'avoir consacré des milliers d'heures d'entraînement, d'abnégation, de sacrifice pour une seule épreuve, pour une seule semaine. C'est ce que je ressens là, ce matin, en me préparant. La sensation que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent doit payer maintenant. Et je fais attention à toutes mes actions, car je sais que l'impact peut être fort durant la course. Pas de blague concernant le petit déjeuner. Je mange ce que j'ai soigneusement préparé. J'ai testé ce petit déjeuner des centaines de fois à l'entraînement. Évidemment, aucune nouveauté un jour de départ. Je commence aussi dès le matin à bien m'hydrater pour arriver dans les meilleures dispositions sur la ligne. Et le rituel est encore plus soigné concernant ma tenue. Je porte une attention toute particulière à m'assurer que chaque élément est bien placé. Par exemple, si j'enfile mal une chaussette, ça peut créer des frottements qui occasionneront à coup sûr une ampoule dès les premiers kilomètres de course. Et quand on s'apprête à en encaisser 330, c'est évidemment pas une bonne idée que mes pieds soient endoloris dès le début. Avant de partir, j'en profite aussi pour me remémorer ce qui va être important pendant la semaine. Avec Fabrice, mon coach, on a pris le temps d'en parler et de définir comment je souhaitais aborder la course. J'ai noté tous ces éléments dans mon téléphone pour me permettre de les relire en cas de coup dur pendant la course. Je prends une dizaine de minutes pour les parcourir, encore et encore. Un bref aperçu, cela donne, face à tant de complexité, ne surtout pas faire de plan. Fonctionner à horizon court terme, toujours. La douleur, la difficulté et la fatigue fonctionnent en cycle. Tout va changer. Visualiser les sources de motivation et de difficulté pour ne ni être un surhomme, ni être un bisounours. Reconnaître quand je vais mal et demander du soutien. Rester concentré uniquement sur ce que je peux maîtriser et abandonner le reste. Ce qui importe, la seule chose qui importe, c'est la manière avec laquelle je vais réagir aux événements. Et le dernier, ma force ne sont pas mes jambes, c'est mon mental. Voilà les 8 mantras qui vont m'accompagner pendant cette semaine de Tour des Géants. Je me relève,
je prends le temps de vérifier une dernière fois le contenu de mes sacs et nous nous mettons en route pour Courmayeur. La centaine de kilomètres qui me sépare de Courmayeur est une opportunité de ressentir toute la gratitude qui m'habite en ce moment si particulier. Je suis tellement reconnaissant du soutien indéfectible que me témoignent mes proches. Dans la voiture, il y a ma femme qui est enceinte de 7 mois à l'époque avec son papa. Derrière nous, il y a mes parents qui sont dans un camion qu'ils ont loué pour la semaine et qui va faire le tour de l'épreuve pour qu'ils puissent m'accompagner et assurer mon assistance durant toute la semaine. Je prends le temps aussi dans la voiture de lire les dizaines de messages d'encouragement face à l'aventure qui m'attend et je me sens vraiment chanceux d'être aussi bien accompagné. Et une fois arrivé, je suis saisi par l'ambiance qui règne près de la ligne de départ. De nombreux habitants de la vallée d'Aoste sont venus assister à l'événement. Tous considèrent le Thor comme l'un des plus bels emblèmes de leur fabuleuse région. Ça me laisse un peu l'idée que c'est leur Tour de France à eux. Plusieurs heures avant le départ, ils sont déjà des centaines à être au bord de la route que nous emprunterons tout à l'heure pour nous élancer. Puis vient l'instant où les organisateurs invitent tous les coureurs à se diriger vers la ligne de départ. Aux premières places figurent 2 catégories d'êtres humains, pas comme les autres. Tout d'abord, il y a les prétendants à la victoire du Thor. Ces quelques élus représentent, on va dire, une dizaine de personnes sur les 700 participants qui osent prendre le départ. L'écrasante majorité des coureurs, évidemment, ne rêvent que d'une chose, c'est de franchir l'arrivée. Tout simplement, si je puis dire. Il faut être un extraterrestre pour pouvoir assumer prétendre à remporter cette épreuve. En effet, pour que cela se produise, cela implique de venir à bout des 330 km et 25 000 de dénivelé positif en 65 heures environ. Je vous laisse faire les maths, c'est juste stratosphérique. Puis figure également aux premières loges une classe de trailers à part, ceux que l'on appelle les sénateurs. Là aussi, nous avons affaire à des êtres humains assez incroyables. Ce sont les coureurs qui ont terminé l'intégralité des éditions du Thor des Géants depuis sa création. En 2017, qui est l'année où j'y participe, il s'agit de la 8e et il reste encore 11 sénateurs. Cette performance me semble surhumaine tant l'effort que j'ai dû réaliser pour participer à une seule édition m'a paru déjà harassant. Ces coureurs ont le respect et l'admiration de tous les participants. C'est assez beau à voir. Je m'insère dans cette ligne de départ, mythique. Il est 9h58 et face à moi se dresse donc la ligne de départ du Thor des Géants. Me tenir devant elle me semble aussi irréel que magique, aussi terrifiant que grisant. Passer cette ligne, c'est me rapprocher de mon rêve, celui que je prépare depuis des années. Mais je sais que ce pas n'est que le premier vers un parcours de souffrance, de doute, d'introspection, de quête de moi-même. C'est juste dingue d'être là, de prendre le départ de cette course mythique. Je peine à réaliser que je m'apprête à partir pour une telle distance. Il y a quelques années encore, je considérais que pour s'aligner sur cet ultra trail, il fallait juste être un trailer incroyablement solide et sans doute un peu fou. Une sorte de machine en sorte. Et je le pense encore au moment de m'élancer. En suis-je vraiment capable? Qu'est-ce que je fous là? N'ai-je pas un peu craqué avec mes délires de courir un Thor? Il semble bien loin le temps confortable où cette décision folle a été prise. À présent, l'heure n'est plus à l'entraînement, au conseil. Simplement moi et 25 cols à travers les Alpes italiennes. Moi et 330 km et 150 heures pour en finir avec ce Graal qui, à cet instant, me paraît plus inaccessible qu'il ne l'a jamais été. J'ai la sensation que je ne peux plus me cacher. J'ai l'impression que la montagne va chercher à faire tomber les masques de ceux qui osent la défier. Chercher à savoir ce que j'ai vraiment au fond de moi, implacablement. 10, 9, 8. Malgré l'effervescence qui règne à quelques secondes du départ, je prends un temps pour me connecter à moi, à mon corps. Je suis conscient de ce que je m'apprête à lui infliger. Ce temps de calme avant la tempête est comme un moyen pour moi de lui dire « Je sais, on va faire ça ensemble parce que je vais avoir besoin de toi pendant les jours qui viennent. » Je veux aussi profiter de ces minutes si précieuses. Je veux les ancrer en moi. Ce départ, je l'ai tellement visualisé durant ces centaines d'heures d'entraînement que je le savoure pleinement. Être et vivre cet instant en goûtant uniquement le moment présent. Être conscient de tout ce qui a dû se produire pour me permettre d'être là. Par essence, les moments précieux sont rares et je prends soin de me connecter aux émotions que cela génère. Très vite, mes yeux se troublent et des larmes se mettent à couler.
Ce sont des larmes de peur immenses face à ce qui m'attend, mais aussi de profonde gratitude de pouvoir connaître un tel instant et de grande fierté de m'accorder le droit de vivre ce rêve. 3, 2, 1. Mes larmes continuent de coller, comme si mon cœur et mon corps me confirmaient que je suis là où je dois être, que je m'apprête à vivre ce que je dois vivre. Comme si tout mon être se sentait prêt. Un dernier regard à Carole qui a tant fait pour que je puisse être là. Et go! Voilà, je te laisse ici pour aujourd'hui. Évidemment, mon aventure n'est pas terminée et je t'invite à découvrir la suite dans les prochains épisodes qui vont sortir très prochainement. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.